Tengo el gran placer de J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'ONU au Premier ministre du Royaume du Lesotho, Monsieur Pakalita Betuel Mosisili. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, chef d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs. D'entrée de jeu, qu'il me soit permis de vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection bien méritée à la tête de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Votre longue expérience permettra de mener à bon port notre session. Je tiens également à vous assurer du plein appui et de la pleine coopération de ma délégation lors de votre mandat. Fêter son 70e anniversaire n'est pas seulement un événement louable pour l'humanité, mais revêt également une grande importance pour une organisation qui a vu de nombreux échecs, de nombreuses épreuves, de nombreux succès de l'humanité. Nous nous souvenons emplis de fierté qu'une multitude de pays ont pu accéder à la joie de l'indépendance grâce aux efforts concertés de cette auguste organisation. Et c'est pour cette raison que nous lançons un appel passionné aux Nations unies afin qu'elles continuent de s'occuper des problèmes qui sévissent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Permettez-moi de saisir cette occasion afin de saluer votre prédécesseur, son Excellence, M. Sam Kutesa, pour avoir dirigé avec brio les travaux de la 69e session. Ma délégation apprécie son dévouement inlassable en faveur des responsabilités qui lui ont été confiées au cours de l'année écoulée. Je remercie également le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour son rapport clairvoyant soumis à cette session. Ce rapport fournit un aperçu précieux de l'état de notre organisation et présente la voie qui nous mènera vers notre avenir. Nous félicitons également du travail inlassable abattu par le secrétaire général tout au fil de l'année, éteignant les flammes de la discorde. Et nous l'applaudissons pour avoir partagé la joie des succès remportés par notre organisation. Monsieur le Président, les Nations unies reposent sur la conviction que les pays du monde peuvent et doivent coopérer afin de régler les conflits par des moyens pacifiques et de changer les conditions de vie des peuples pour un mieux. De même, les Nations unies ont édicté des conditions de justice et de respect du droit international et la promotion du développement socio-économique sur notre planète. Alors que les Nations unies fêtent leur 70e anniversaire, cette conviction forte de nos ancêtres doit être réitérée, et ainsi que nos objectifs. Et c'est dans ce contexte que nous saluons comme étant particulièrement approprié le thème pour notre débat général, à savoir les Nations unies lors de leur 70e anniversaire, paix, sécurité et droits de l'homme. En tant qu'organisation mondiale pleinement universelle, les Nations unies, au fil des années, ont constitué l'enceinte la plus pertinente pour aborder les questions qui se jouent des frontières.
Au cours des 70 dernières années, l'organisation n'a eu de cesse de renforcer les fondements de la sécurité mondiale, ainsi que la sécurité et le bien-être des citoyens de notre planète. Grâce au travail abattu par les Nations Unies, dans de nombreux pays, les dictatures corrompues ont cédé la place à de nouvelles démocraties, tandis que des millions de personnes de par le monde bénéficient de la liberté. D'autres grands moments de gloire des Nations Unies sont notamment le règlement de conflits ou encore les initiatives de maintien de la paix qui ont aidé près de 17 millions de réfugiés depuis 1949, et également le fait de veiller à ce que les gouvernements endossent leurs responsabilités à l'égard de ces réfugiés conformément aux conventions onusiennes. En dépit de cette réalisation louable, nous sommes intimement convaincus que le monde ne doit pas continuer de générer plus de réfugiés, mais plutôt qu'il faudrait réunir des conditions propices à la création d'une culture de tolérance religieuse et politique afin d'endiguer le flux des réfugiés. Un autre jalon du travail des Nations Unies a été l'adoption d'un programme de développement durable ambitieux pour la période au-delà de 2015, qui symbolise les efforts révolutionnaires des Nations Unies visant à éliminer la pauvreté, à lutter contre les changements climatiques ou à garantir que la prospérité soit partagée de façon équitable. Au terme de négociations honnêtes et constructives, nous avons adopté par consensus, il y a quelques jours, le document final, qui n'est peut-être pas parfait, mais représente le meilleur espoir pour la prospérité et la stabilité de notre planète à l'avenir. Monsieur le Président, s'agissant des 17 objectifs de développement durable, nous sommes confiants car beaucoup d'entre eux rejoignent les objectifs du nouveau gouvernement de coalition à la tête duquel je me trouve. Un engagement très ambitieux du gouvernement de coalition a été de garantir que le Lesotho puisse sortir de la catégorie du groupe des pays les moins avancés en 2025. Et nous avons déjà mis en place une feuille de route au titre de l'objectif 1 des objectifs de développement durable dans notre pays. Nous sommes touchés par la confiance que place l'Union africaine dans notre pays en nommant Sa Majesté King Letsie le troisième comme fervent partisan de la nutrition. C'est une initiative qui permettra d'intensifier les efforts déjà consentis par mon pays dans le domaine de l'alimentation. Pour ce qui est de la question ô combien importante de l'énergie, le Lesotho a récemment lancé une politique énergétique novatrice qui permettra de produire davantage d'énergie renouvelable. Pour parvenir à une hausse des énergies abordables de 50% à la fin du mandat actuel du Parlement. Voilà quelques exemples du programme de développement que le Lesotho souhaite mettre en œuvre ces 10 prochaines années et qui sont en harmonie avec les ODD qui viennent d'être entérinés. Un processus de réforme de grande envergure consacré dans l'accord de la coalition a été signé après les élections de février 2015. Le Lesotho a connu bien des écueils politiques depuis le retour à la démocratie en 1993. C'est pour cette raison que nous sommes à l'ordre du jour de la SADC depuis bien trop longtemps. La plupart de ces difficultés ont mis à rude épreuve la résistance et la pertinence de notre Constitution.
Nous avons décidé à présent, aux côtés de nos partenaires de la SADC, de dire qu'il était nécessaire d'entamer la réforme constitutionnelle en tant que première étape vers la stabilité politique. Le Commonwealth a également appuyé cette nécessité de mener des réformes. Nous appelons à l'Organisation des Nations Unies de demeurer saisie de ce processus, d'offrir les orientations nécessaires, le cas échéant, afin de rétablir la dignité de notre pays et que la paix et la stabilité puissent prévaloir. Monsieur le Président, en dépit des réalisations louables des Nations Unies, en décidant du contenu du dialogue et des négociations mondiales, dans le monde règne encore de nombreuses inégalités, alors qu'une pauvreté et une faim intolérables font toujours rage dans certains coins du monde. Des milliers de personnes meurent toujours de la malnutrition, tandis qu'une multitude de personnes vit sous le seuil de la pauvreté. Les armes légères de petit calibre continuent de faire l'objet d'un trafic. Ces actes sont souvent employés lors d'attaques terroristes violentes. Un manque de volonté politique pour débarrasser le monde des armes nucléaires et des autres arbres de destruction massive est évident. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires n'est pas encore universel, tandis que le régime du traité de non-prolifération se trouve à la croisée des chemins, alors que certains États nucléaires refusent d'y adhérer. Alors que les violences continuent de faire rage en Syrie, en Irak, au Yémen et dans certaines parties de l'Afrique, du Sahel à la République démocratique du Congo, l'aptitude des Nations Unies à trouver des solutions durables à ces difficultés est mise à rude épreuve. Hélas, on ne peut pas contester que c'est l'être humain qui est à la base de nombreuses de ces difficultés. Parmi les questions les plus pressantes qui assaillent la communauté internationale aujourd'hui, citons le problème des réfugiés et des migrations de masse. À la suite de guerres et de carnages qui ont fait éclater au grand jour la cruauté de l'être humain envers son prochain, des millions de personnes au Moyen-Orient et au-delà fuient en masse à une échelle qui nous rappelle celle de la Deuxième Guerre mondiale. Un nombre impressionnant de personnes traversent la Méditerranée ou la mer Égée afin d'atteindre l'Europe en dépit des risques encourus. Le problème des réfugiés auquel se heurte l'Europe aujourd'hui mettra à rude épreuve la détermination et la générosité du continent. Parallèlement à la crise des migrations, soulignons le terrorisme. Le terrorisme est monté en puissance partout dans le monde et est plus éhonté, plus mortel que jamais. Les réseaux terroristes s'étendent en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Même si nous restons vigilants face à la menace du terrorisme, nous devons prendre conscience du fait que cette menace ne pourra être vaincue seulement par les armes. Nous pouvons peut-être porter des coups aux réseaux terroristes, mais si nous oublions que l'instabilité politique, l'intolérance religieuse ou d'autres formes d'intolérance alimentent l'extrémisme, nos efforts visant à éradiquer ce fléau ne seront pas féconds. Monsieur le Président, les changements climatiques constituent un défi de taille pour notre monde aujourd'hui. Et si nous ne les jugulons pas, nous allons continuer de réécrire l'équation mondiale de développement, de paix, de prospérité. Nous ne devons pas manquer
la chance qui nous sera offerte lors de la conférence de Paris. Nous devons adopter des solutions pragmatiques pouvant contribuer sensiblement à réduire les émissions. Les négociations de Paris devraient être guidées par un esprit d'honnêteté, de compréhension mutuelle et une volonté de faire des compromis. Monsieur le Président, le programme de développement de Doha revêt une grande importance pour les pays en développement, à l'image du mien, et doit être mis en exergue chaque fois que c'est possible. Nous croyons fermement qu'un système commercial fonctionnant bien, fondé sur des règles multilatérales, va dans notre intérêt. Les arrangements bilatéraux en cours de négociation doivent respecter les préférences et les souplesses accordées aux États membres de l'OMC au sein du système commercial multilatéral. Nous lançons donc un appel fort à ce que le programme de développement de Doha puisse s'achever dans les meilleurs délais conformément à son mandat et déboucher sur des objectifs de développement. Il est tout aussi important de reconnaître que l'on ne parviendra jamais à un véritable développement si certaines couches de la société continuent d'être marginalisées. Le rôle des femmes et des enfants, ainsi que d'autres groupes défavorisés de nos communautés, dans le cadre du programme de développement mondial, doit être davantage mis en lumière. Alors que nous célébrons le 20e anniversaire du Programme mondial d'action pour la jeunesse cette année, par l'entremise duquel les Nations unies ont renforcé leurs engagements à améliorer les conditions de vie des jeunes, décidons donc de répondre comme il se doit aux besoins et aux aspirations de développement des jeunes avec une vigueur renouvelée. Le 70e anniversaire de notre organisation nous donne une occasion sans pareille d'enjoindre le Conseil de sécurité à ne pas avoir recours à la CPI en essayant de défendre les intérêts de ses membres puissants. Nous devons reconnaître que sous sa forme et configuration actuelle, il sera très difficile pour le Conseil de sécurité de prendre en compte nos préoccupations. Nous enjoignons le Conseil à être plus transparent, plus ouvert, plus démocratique. Et cet appel doit être appuyé avec beaucoup de vigueur. Un Conseil de sécurité réformé qui s'adapterait à la donne géopolitique du XXIe siècle devrait prendre en compte le consensus des États-Unis et la déclaration de Sirte. Un Conseil de sécurité qui donnerait voix au chapitre à l'Afrique et à d'autres régions marginalisées en tant que membre permanent se verrait doté d'une légitimité accrue et ces décisions seraient acceptées sans condition. Monsieur le Président, nous devons continuer de faire preuve de consensus en relevant les défis. Nous devons prendre des décisions ensemble et partager les responsabilités. L'Assemblée générale, au nom duquel les Nations unies ont vu le jour, est la mieux adaptée pour endosser cette tâche. Les Nations unies constituent toujours le principal organe représentatif, délibératif et le plus représentatif des Nations unies. Il s'agit de la seule enceinte au sein de laquelle tous les pays, petits et grands, peuvent se livrer à des négociations directes en temps
qu'États souverains et égaux afin de trouver des solutions aux problèmes qui accablent l'humanité. Le processus de revitalisation de l'Assemblée générale doit s'accélérer. Les résolutions de cet organe principal des Nations unies ne devraient plus être perçues comme de simples recommandations qui peuvent être facilement ignorées. Il est nécessaire de réitérer les principes sur lesquels reposent les Nations unies. C'est essentiel. Toutefois, les Nations unies ne sont pas seulement un agent de la paix et une organisation où régler les conflits. Les Nations unies et les agences onusiennes s'adonnent à un vaste éventail d'activités visant à lever les obstacles au développement et à améliorer les conditions de vie des peuples aux quatre coins du monde. Comme nous l'avons déjà dit, les défis de l'heure sont notamment les changements climatiques, les pénuries alimentaires, le VIH-Sida, les crises financières, l'extrême pauvreté, la croissance démographique, l'urbanisation, les conflits, le terrorisme et l'immigration de masse. L'objectif commun et la tâche la plus complexe pour les Nations unies, c'est de trouver des solutions pragmatiques et pérennes à tous ces problèmes. Le Lesotho a, lui, lancé un processus de consultation innovant, autochtone, visant à galvaniser la sagesse et l'énergie collective des autorités à tous les niveaux de la société, de Sa Majesté jusqu'aux dirigeants locaux, avec pour objectif d'intensifier la lutte contre le VIH-Sida. Ces consultations garantiront l'appropriation des autorités dans tous les processus de prestation de soins de santé. Nous pensons qu'il faut redéfinir les soins de santé primaires en tirant profit des structures qui existent au niveau des communautés afin de réaliser l'objectif de l'accès aux soins de santé pour tous à l'horizon 2030. Ce programme global comporte tous les éléments si bien exprimés dans l'objectif 3 des objectifs de développement durable. Sa Majesté devrait lancer cette initiative ce mois-ci. Alors que nous continuons à songer aux questions les plus pressantes de la communauté internationale aujourd'hui, nous ne pouvons oublier le sort des Sahraouis et du peuple palestinien. Tant l'Assemblée générale que le Conseil de sécurité ont reconnu le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Nous nous joignons aux appels en faveur de la reprise des négociations directes entre la République démocratique arabe sahraoui et le Royaume du Maroc sur un pied d'égalité et sans conditions préalables. Le Lesotho continue d'appuyer fermement le peuple palestinien dans sa lutte qui dure depuis des décennies contre l'occupation et l'oppression israélienne. La paix entre Israël et la Palestine est la clé de voûte du dispositif de paix pour le Moyen-Orient. Une paix qui permettrait de libérer le génie créatif et l'entrepreneuriat de la région. Dans le même ordre d'idées, nous saluons les initiatives en cours visant à normaliser les relations entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Et nous exhortons à ce que les sanctions unilatérales à l'encontre de Cuba soient levées dans les meilleurs délais.
Monsieur le Président, si le monde a été en pleine mutation depuis 1945, les Nations Unies demeurent tout de même la seule institution intergouvernementale universelle qui nous réunit en tant que communauté mondiale d'États souverains. Oui, l'organisation a certes des lacunes, mais elle reste un grand espoir pour l'humanité. En effet, le président de la 67e session de l'Assemblée générale avait fait à juste titre l'observation qui suit, je cite, « En dépit de toutes ces imperfections qui sont propres à toute institution créée par l'esprit humain, les Nations unies sont essentielles afin de faire face aux besoins croissants de l'humanité. On ne saurait imaginer un monde dans lequel la paix et la dignité pourraient régner sans les Nations unies. » Fin de citation. Je me range complètement à cette opinion. La responsabilité de faire fonctionner les Nations unies comme il se doit repose sur nous tous. Notre vision commune, nos objectifs communs doivent aller au-delà de la répétition de notre engagement en faveur des principes fondateurs de l'organisation. Une volonté politique accrue est nécessaire afin d'atteindre les idéaux qui sous-tendent la Charte des Nations unies. Nous attendons qu'un nouvel élan soit insufflé dans le système des Nations unies afin que les 70 années à venir soient une période marquée par de grandes réalisations et de grands succès remportés par l'organisation. Les obligations que les membres fondateurs des Nations unies nous ont confiées doivent continuer d'être honorées avec un grand sentiment sens de responsabilité. Je vous remercie de votre attention. On behalf Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre du Royaume du Lesotho de la déclaration qu'il vient de faire et je demande aux fonctionnaires du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.